c'est le moment de recevoir Frédéric Michaud, auteur du Gouffre démocratique, les gouvernants et l'opinion, paru aux éditions du CERF. Frédéric Michaud est directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Alors pourquoi les sondages omniprésents dans la sphère médiatique sont-ils si peu utilisés pour orienter les politiques publiques alors que les décideurs en sont par définition et dans la pratique abreuvés au quotidien? C'est la problématique que pose Frédéric Michaud et dont on va discuter tout de suite dans le second entretien d'actu de ce Toujours Debout. Bonsoir Frédéric Michaud et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Média. Votre livre explore le rapport que les politiques entretiennent avec des sondages d'opinion auxquels ils sont littéralement accros, sans pour autant que ces outils leur servent à combler le fossé qui existe entre les électeurs et eux. Mais je voudrais qu'on commence par évoquer la méfiance que les sondeurs comme vous suscitent auprès de l'opinion publique, parce que vous entrez dans la tête des politiques et vous êtes assez critique à leur sujet. Mais les sondeurs aussi n'ont pas une très bonne image. Les journalistes non plus, hein, vous pouvez me dire. Alors, mais les sondeurs, vous êtes omniprésents, surtout dans les périodes électorales comme celle que nous vivons actuellement. Alors, je voudrais qu'on regarde un extrait de France 24 qui est une illustration de cette omniprésence. Selon les derniers sondages, le camp présidentiel est de plus en plus distancé par le Rassemblement national qui est à 30% des intentions de vote. Est-ce que Renaissance a encore une chance de rattraper son retard ? Alors, rattraper le retard, ça paraît quand même compliqué. On voit aujourd'hui, là, la tête de file du camp présidentiel est 14 points derrière le RN, quasiment 14 points derrière. L'espoir aujourd'hui, c'est surtout de réduire l'écart. Emmanuel Macron, pour qui c'est la dernière élection nationale, je rappelle qu'il ne peut pas se représenter en 2027, veut à tout prix éviter un camouflet. D'une part, parce qu'il s'est toujours érigé en rempart contre l'extrême droite. Et puis d'autre part, une défaite cuisante aux élections européennes. Ça handicaperait certainement la fin de son quinquennat. Alors Frédéric Michaud, on a beaucoup entendu parler ces dernières années des comportements d'un électeur qui serait désormais stratège et choisirait d'orienter son vote dans le bouquet d'options qui lui semblent possibles en fonction de qui est fort dans les sondages. Alors est-ce que votre métier, avec cette évolution du comportement électoral, relève désormais au moins quelquefois de la prophétie autoréalisatrice ? Alors non, je ne crois pas. D'abord, ce comportement de vote stratège a sans doute une réalité, notamment c'est tout simplement la problématique du vote utile. Mais d'une manière générale, la grande partie des électeurs se détermine en fonction de valeurs, en fonction de principes, sur la base des programmes, sur la base aussi des personnalités ou des partis politiques, et donc font un choix de conviction, un choix d'adhésion, pourquoi pas un choix idéologique, plus qu'un choix stratège ou un vote utile qui, évidemment, peut avoir une réalité, mais je crois que le fond du comportement électoral reste tout de même un véritable choix citoyen. Mais quelque part, on voit des mouvements à l'intérieur des mêmes familles politiques. On a vu à l'extrême droite des personnes qui, si l'on en croit les sondages, déclaraient vouloir voter pour Éric Zemmour, qui se sont reportés sur Marine Le Pen en 2022. On a également vu en 2017 comme en 2022 une cristallisation autour de Jean-Luc Mélenchon dans le spectre de gauche. Ça veut dire que quelque part, dans un monde sans sondage et donc sans... alors, c'est un monde qui n'existe pas et qui n'existera plus, mais peut-être que les résultats seraient différents. Et on peut en tout cas l'imaginer d'un point de vue théorique. Oui, on peut l'imaginer d'un point de vue théorique. C'est quelque chose qui est très souvent, c'est un argument qui est très souvent avancé à l'encontre des sondages et qui considère les sondages comme un instrument d'influence. Moi, je considère à l'inverse que les sondages sont un vecteur d'information qui est donné aux citoyens pour qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause et connaître l'état du rapport de force électorale, savoir qui est devant, qui est derrière, quel est l'écart entre les principaux candidats, c'est une information importante. Il y a des pays démocratiques où il y a beaucoup moins de sondages qu'en France. Oui, et il y a des pays démocratiques où il y en a beaucoup plus. Aux États-Unis, vous pouvez sonder et publier des sondages, y compris le jour même de l'élection. Moi, je crois vraiment que c'est un élément d'information parmi d'autres. Alors, il faut évidemment vérifier qu'ils sont bien faits, qu'ils respectent les règles de l'art, qu'il n'y a pas de perturbation du jeu électoral et démocratique. Mais c'est un, et vous êtes sûr qu'il y en a c'est pas un élément d'information dont il ne faut pas priver le citoyen.
Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de perturbation? Alors, je suis sûr qu'il y a une commission des sondages qui joue bien son rôle, qui est une sentinelle démocratique. Pas pour tout le monde. En tout cas, je peux vous dire qu'il vérifie tous les sondages qui sont publiés. En revanche, là où je peux vous rejoindre, le fait qu'il y ait des tentatives ou des tentations, en tout cas, de manipulation de l'opinion, ça fait partie du jeu politique depuis l'origine de la politique. Et une élection, c'est chercher à influencer l'électeur. Oui, mais par exemple, vous voyez qu'à chaque élection, désormais, on nous dit vous faites attention, il y a les Russes qui vont essayer de manipuler l'information. Mais bon, les sondages ont un impact beaucoup plus grand que les articles publiés sur les réseaux sociaux. Vous croyez ? Il y a énormément de sondages publiés. Vous parliez des sondages d'intention de vote. Il y en a énormément, quasiment tous les jours. Tous ne vont pas dans la même direction. Le pluralisme des instituts est comme le pluralisme des médias, une garantie pour le citoyen. C'est qu'il y a un problème, parce qu'a priori, ça veut dire que ce n'est pas une photographie nette de l'opinion. S'il y a des divergences fortes entre les différents... Il peut y avoir des divergences. Il y en a en ce moment en ce qui concerne les intentions de vote pour les élections européennes. Mais je veux dire par là que le fait d'avoir plusieurs instituts, de la même façon que le fait d'avoir une commission des sondages, qui est un organisme une commission indépendante, une autorité administrative indépendante qui doit réguler la fonction des sondages en démocratie, ce sont des éléments qui peuvent protéger le citoyen face à des tentatives de manipulation électorale qui seraient évidemment parfaitement inacceptables. Alors les sondages sont une photographie de l'opinion dans une période définie, et on s'est rendu compte lors des récentes consultations d'écarts assez importants entre les derniers sondages et les résultats, notamment lors de l'élection présidentielle de 2022. De quoi alimenter la suspicion sur les instituts de sondage. Ça a existé en 2022, il y a eu des écarts de 2, de 3. Oui, bien sûr, il y a des cas célèbres. Il y a le cas américain de l'élection de 2016, où évidemment aucun institut de sondage n'avait, ou peut-être un ou deux, mais de manière secondaire, avait prévu l'élection de Donald Trump, qui est apparu comme une véritable surprise. Et on se rappelle tous du cas du 21 avril 2002, avec la surprise de voir l'extrême droite pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. C'était un véritable séisme politique. Et là, du coup, on accuse vos correctifs. Oui, les redressements, non, mais mon point consiste à dire que, évidemment, on retient les erreurs qui ont eu lieu, c'est indéniable, et qui ont des répercussions. Mais toutes les élections dans lesquelles les prévisions des intentions de vote, quelques jours auparavant, ou même quelques semaines parfois, étaient conformes à la réalité du scrutin des urnes, tout ça paraît totalement normal. En réalité, il peut y avoir des différences. C'est une activité humaine et l'électeur peut, à son libre arbitre, que les instituts reconnaissent parfaitement, et il se trouve que l'électeur peut, entre la dernière mesure de l'intention de vote et le jour du scrutin, changer d'avis. On a montré à travers différentes études qu'il y a entre un quart, parfois un tiers des électeurs qui décident le jour même, c'est-à-dire dans l'isoloir pour qui ils vont voter. C'est impossible pour les instituts, dans ces conditions-là, d'être systématiquement, de manière infaillible, toujours en capacité de prédire, non pas prévoir, de prédire le résultat électoral. Je donne un exemple. En 2022, si on lisait les sondages, il était presque évident que ce serait Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui seraient au second tour et que les chances de Jean-Luc Mélenchon étaient finalement très faibles. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et étant donné que les électeurs et stratèges, certains électeurs du Parti communiste ou d'autres partis se sont dit « Ah mince, j'ai fait un vote de préférence là où l'équilibre aurait dû m'amener, si je le savais, à faire un vote stratégique ». Pour empêcher l'extrême droite d'arriver au second tour. Oui, c'est peut-être le cas. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des électeurs qui ont vu la poussée électorale de Jean-Luc Mélenchon qui a été annoncée par plusieurs instituts, peut-être pas dans toute son ampleur, mais en tout cas, on a bien vu un décollage de fin de campagne électorale, et qu'une partie des électeurs, voyant cette information, s'est dit j'abandonne mon vote de préférence idéologique pour faire un vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Comment le prouver et
peut-être que les choses s'équilibrent. Alors, justement, vous voyez, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est un élément d'information. Et dire ce que c'est un élément d'information revient à donner la responsabilité du vote, non pas aux médias, non pas aux instituts de sondage, mais aux citoyens qui sont majeurs, puisqu'ils ont le droit de vote, et qui décident en leur âme et conscience pour qui ils vont voter en fonction des informations qui sont à leur disposition. Il faut évidemment que ces informations soient neutres, soient objectives et soient le plus fiables possible. Ça, c'est la responsabilité des instituts de sondage. Par exemple, il se trouve que les personnes qui se décident à la dernière minute sont souvent des personnes des classes populaires, des personnes qui votent traditionnellement à gauche ou bien qui sont tentées par l'abstention. Ça veut dire que structurellement, les sondages tels qu'ils sont construits donnent pendant plusieurs mois une prime à la droite et à des personnes et à des partis politiques dont les électeurs sont très ancrés, comme les électeurs du RN aujourd'hui, et un public âgé, retraité, qui sait souvent plus vite qu'un public jeune étudiant pour qui il va voter. Oui, mais vous lisez et suivez les campagnes électorales comme moi et vous voyez que les courbes d'intention de vote varient pendant les campagnes électorales. Le but d'une campagne électorale, c'est de convaincre des électeurs, donc de faire changer des électeurs de camp, de mobiliser des abstentionnistes qui avaient l'intention de ne pas participer au scrutin et de les mobiliser pour les emmener jusqu'aux urnes. Ça, c'est le but d'une campagne électorale, c'est d'influencer les électeurs et il y a des variations. Alors après, c'est vrai, il y a des électorats qui se mobilisent. Bien sûr qu'on le sait. Mais comment on le sait ? Grâce au sondage. Grâce à l'histoire. Grâce aux informations. Grâce aux informations qui ont été fournies par l'histoire des sondages dans toutes les campagnes électorales. Et l'histoire des élections aussi. Oui, l'histoire des élections. L'histoire des sondages rapportés à l'histoire des élections. Mais monsieur, qui nous dit le jour de l'élection que tel candidat a reçu tant de suffrages des jeunes, tant de suffrages des catégories populaires ou tant de suffrages des ruraux ? Les sondages sont sortis des urnes. Mais ce sont les sondages. Qui font ces sondages jour du vote? Qui les font? Les instituts de sondage. Donc là c'est incontestable. Vous voyez, donc en fait, il y a différents types de sondages. Il y a différentes informations. Il faut que ces informations soient fiables et il faut aussi faire confiance à l'électeur qui sait discerner les sondages, qui ne va pas suivre aveuglément le dernier sondage publié, mais qui décide aussi en son âme et conscience, en fonction de son idéologie, en fonction de la campagne électorale, en fonction des meetings auxquels il a assisté, ou pas. La majorité des électeurs n'assistent à aucun meeting. En fonction des émissions politiques qu'ils Les regardent. travailleuses qui travaillent pendant plusieurs heures par jour ne s'intéressent aux élections que les derniers jours. Mais ils reçoivent dans ce cas-là les programmes à domicile, comme tous les électeurs. Ils écoutent la radio, ils regardent des émissions comme la vôtre. Bref, il y a des moyens d'information. Et c'est en tenant compte de ces informations qu'ils bâtissent leur décision électorale. Je crois vraiment que les sondages sont un élément parmi d'autres dans l'ensemble des informations qui sont à disposition des électeurs. J'ajoute que c'est sans doute le seul élément qui est non partisan, indépendant, contrôlé par une autorité administrative indépendante et qui ne veut pas influencer l'électeur. Est-ce que quelque part ce ne sont pas les commentateurs qui commentent mal les sondages? C'est-à-dire que le commentaire médiatique des sondages les décrit sans prendre le recul nécessaire, en tout cas tous ces éléments sociologiques qu'on connaît et dont nous venons de parler. Par exemple, aujourd'hui, les commentateurs, et notamment les commentateurs politiques proches du Parti socialiste, développe un discours qui surinterprète éventuellement les résultats des sondages européens, sachant que c'est des élections encore moins prisées que les autres par les catégories populaires qui font la bascule lors de la présidentielle. Est-ce que c'est peut-être, au fond, nous, les journalistes, les commentateurs et les politiques, qui font dire aux sondages plus qu'ils ne disent? Le commentaire médiatique d'un sondage, et même le commentaire général d'un sondage, est un exercice très difficile et même très périlleux. Parce que en même temps, c'est vous qui nous droguez, vous êtes nos dealers.
Mais c'est vous les consommateurs. Si vous ne, pas d'acheteurs, pas de vendeurs, pas d'acheteurs. Non, pas d'acheteurs, pas de vendeurs. Si vous n'achetez pas de sondages, ce sont les médias qui médiatisent les sondages. C'est pas les instituts de sondage, que je sache. Donc, les médias qui commandent des sondages, qui en commandent tous les jours, qui en publient tous les jours, qui en parlent tous les jours, vous ne pensez pas que eux ont une part infime de responsabilité dans l'omniprésence justifiée que vous pointiez tout à l'heure. Évidemment, le commentaire est très difficile. Souvent, les médias vont à la simplicité. Souvent, ils surinterprètent une évolution à la hausse de 0,5 points ou à la baisse d'1 point. Nous savons que ce n'est pas significatif. Mais voilà, ça c'est aussi les travers des médias, une volonté de simplifier, une volonté de créer un événement, de s'appuyer sur des chiffres chocs, pas toujours en lien avec la réalité de ce que nous mesurons. Alors, ok, d'accord. Vous êtes plus à l'aise quand on critique le système médiatique, mais j'ai une question piège pour vous. Vous êtes entré dans mon piège parce qu'on parle beaucoup des liens entre les médias et les milliardaires, mais très peu des liens entre les instituts de sondage, les médias et les milliardaires. Par exemple, Opinionway, l'institut dont vous êtes directeur général adjoint, il est contrôlé par le groupe Les Échos, Le Parisien, un média qui est lui-même contrôlé par une filiale du groupe LVMH détenu par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, enfin le Français le plus riche parce que je pense qu'il vit en Belgique. Et à un moment donné, il était même le plus riche du monde. Alors l'Institut CSA, pour ne pas parler que de vous, est contrôlé par Havas, une entreprise de la galaxie Vincent Bolloré, qui est un influenceur politique grandeur 360 degrés. Alors sachant que les médias sont des opérateurs de notoriété et que les sondages sont des testeurs de notoriété, est-ce que tout cela est sain ? Je mets à la une de mes magazines la photo d'Emmanuel Macron en 2015-2016, et puis après je le teste sur les sondages, je le montre dans ma chaîne de télé, après je le teste sur mon sondage. Alors pour Havas, en plus, c'est une boîte de com qui construit des opérations d'influence. Est-ce qu'il ne faut pas comme on a parlé souvent de la séparation bancaire, est-ce qu'il ne faut pas une séparation dans cet univers des médias et des sondages ? Oui, mais pour moi, je répète, le garde-fou, c'est la commission des sondages. Nous, on a l'ARCOM alors qu'il y a du bordel dans les médias. Les commissions ne garantissent pas tout. Non, mais bien sûr, mais moi, c'est un élément. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Oui, il y a toujours. Les effets de structure sont plus importants que les jugements de personnes qui n'ont en réalité. Mais il y a des instituts qui sont strictement indépendants. Ça a été le cas d'Opinionway pendant plus d'une vingtaine d'années. Bon. Et j'ai pas le sentiment que depuis que nous nous sommes adossés aux partenaires que vous avez cités, notre indépendance est modifiée. Mais ça, c'est l'évolution, je dirais, naturelle de la vie d'une entreprise. Peut-être aussi. Il y a des instituts qui restent parfaitement indépendants et ça ne pose pas de difficultés. Ce qu'il faut, c'est préserver sa déontologie de la manière la plus stricte possible. Et puis faire preuve de responsabilité dans les chiffres qui sont publiés, précisément pour ne pas induire en erreur les lecteurs et ne pas le conduire à tirer de fausses interprétations des sondages qui sont publiés. C'est ça la responsabilité des instituts. Et il y a des cas, vous avez raison, et on a des cas en Italie dans les années 90 d'instituts de sondage qui ont été affidés à un pouvoir économique. Mais il ne faut pas manger avec le diable, même si on a une longue cuillère. Pourquoi justement s'affilier à un opérateur de notoriété, à un opérateur d'influence ? Ça, c'est un choix économique qui a été fait. Bon. Quand la presse est détenue, quand un média est détenu par un groupe industriel... Il y a des impacts éditoriaux. Voilà. Surtout, par exemple, le propriétaire de l'Institut CSA, vous savez à quel point il sait utiliser ces médias dans le cadre de son agenda politique. D'accord, mais il y a d'autres médias comme vous qui êtes là pour les dénoncer quand il y a des erreurs dans la rédaction. On n'est pas sur la TNT, d'ailleurs, on postule pour être sur la Très bien, mais vous faites œuvre salutaire.
pour faire la critique des sondages, comme il y a une critique des médias. Donc tout ça, il y a plus une critique des médias qu'une critique des sondages. Il y a une critique des sondages. Oui, mais des instituts de sondage, c'est-à-dire les liens d'affiliation économique des instituts de sondage. Parce que c'est pas les mêmes types de structures. Alors, pour en arriver aux raisons du gouffre démocratique entre les gouvernants et l'opinion, c'est qui est le thème de votre livre. Je vous ai d'abord interrogé sur autre chose. Vous vous interrogez d'abord sur l'opinion publique. C'est quoi l'opinion publique? Vous vous interrogez sur l'évolution de sa prise en compte, ou disons de sa mesure par les dirigeants politiques. Quelles sont les grandes étapes de cette montée en puissance? Parce qu'au final, quand on vous lit, on a l'impression que l'opinion publique devait d'abord être surveillée plus que écoutée. Oui, alors là, vous avez parfaitement raison. L'opinion publique est apparue au XVIIIe siècle. Puis c'est une force qui est progressivement... Le siècle de la Révolution française. Voilà, exactement. Et à partir de la Révolution française, les dirigeants politiques se sont rendus compte de la puissance de l'opinion publique qui a pu balayer la monarchie. Et donc là, il y a eu une prise de conscience de la nécessité d'obtenir le consentement des citoyens et de pouvoir s'appuyer sur l'opinion publique. C'est Napoléon qui fait très très bien cette première analyse. Mais parallèlement, même si on recherche le soutien de l'opinion publique, il y a toute une série de mécanismes qui, au cours du XIXe siècle, sont mis en place pour essayer de la maintenir dans une sorte de carcan. D'une certaine manière, le suffrage universel, les mandats à durée déterminée, l'encadrement des manifestations, qui sont une des expressions de l'opinion publique, etc., etc. Donc, l'opinion publique... suffrage universel, la limitation du suffrage universel a été une grande tentation institutionnelle dès la Révolution. Plus que son expression pleine et entière. Absolument, absolument. Le fait de vouloir contrôler l'expression de tout ça. Donc vous voyez, l'opinion publique a toujours été vue en fait de façon très ambivalente, soit comme une sorte de force surnaturelle capable d'emporter tout sur son chemin, mais aussi comme une puissance dont il faut se prémunir quand on est un dirigeant politique, parce que sa survie au pouvoir en dépend, et elle peut renverser le pouvoir. Donc il faut vraiment surveiller, vous avez employé le bon terme, surveiller l'état de l'opinion publique. D'autant plus qu'avant les sondages, il y avait des instruments de mesure et de surveillance de l'opinion publique, et notamment vos ancêtres, nos ancêtres c'était peut-être les nouvellistes, mais les vôtres c'était les indiques de Fouché, les fameuses mouches. Au début, le sondeur est un indique de police quelque part. Non, enfin, c'était pas les sondeurs, j'exagère. Oui, absolument. Merci de rectifier. Mais c'était les ancêtres des sondeurs. Mais de la même façon qu'il y a eu plein d'autres éléments avant l'invention des sondages modernes dans les années 1930 qui permettaient aux dirigeants politiques en France, aux États-Unis, d'essayer de comprendre l'état de l'opinion publique. Vous êtes à la présidence de la République, vous regardez le volume de lettres que vous recevez. Vous organisez des votes de paille aux États-Unis. Les votes de paille, c'est quoi ? Les votes de paille, ce sont des pseudo-consultations électorales dans des cadres fermés où on comptait simplement les préférences des électeurs. Vous regardez le nombre de personnes qui manifestent. Vous regardez surtout la tonalité des éditoriaux dans la presse, etc., etc. Et puis surtout, aujourd'hui, le contact humain, tout simplement avec l'homme de la rue, avec le citoyen, donnait des indications aux responsables politiques sur l'état de l'opinion publique. Les sondages sont venus apporter une solution moderne très efficace à tous ces moyens qui étaient finalement assez rudimentaires, même s'ils étaient très fiables. En plus, au départ, il n'y a pas d'institut de sondage. C'est les politiques qui contrôlent très directement ces outils de mesure de l'opinion publique, de l'état de l'opinion publique. Alors en France, non. Dès le début, les instituts de sondage ont été des entreprises économiques indépendantes. Mais aux États-Unis ? Aux États-Unis aussi, puisque Gallup et les autres instituts qui sont nés à la même époque... Non, je ne parle pas encore des sondages, je parle des outils de mesure avant les sondages. Ils étaient contrôlés par l'État, par la force publique. Absolument contrôlés par l'État, oui, tout à fait. Alors en France, c'est sous François Mitterrand que les pouvoirs deviennent accros aux sondages. Pourquoi ? Bon, les années 80, c'est un moment de rupture à plusieurs titres. D'abord, médiatiquement,
le paysage médiatique se transforme, se bouleverse fondamentalement. Il y a de nouvelles chaînes de télévision qui apparaissent, il y a des nouveaux médias. Et tous ces médias, c'est aussi la grande période de libéralisation des médias. Tous ces médias commandent des études, commandent des sondages, font des sondages pour vendre davantage aussi, notamment dans la presse papier. Et puis, c'est le grand moment du marketing politique. La communication politique vit son âge d'or et l'un des outils du marketing politique, ce sont les sondages qui sont apparus en France pour la première fois lors de l'élection présidentielle de 1965. Donc là, on est une quinzaine d'années après. Ça devient véritablement, dans les années 80, que c'est un outil qui est pleinement intégré dans les réflexions des gouvernants et aussi dans les usages des directeurs de campagne. Alors, mais est-ce que c'est pas justement les jeux de cohabitation, etc., qui encouragent le recours au sondage? Est-ce que l'accélération de la concurrence politique ne rend pas les politiques accros au sondage structurellement? Je ne sais pas s'ils sont accros. Pendant longtemps, la droite avait le pouvoir depuis à partir de la 4e République. Oui, vous avez utilisé plusieurs fois l'expression accro au sondage, ce qui signifierait que, d'ailleurs, vous nous avez présenté comme des dealers, ce qui signifierait que c'est une substance une drogue illicite. Non, il y a des drogues qui sont licites. Alors, je ne le pense absolument pas. C'est une façon de dévaloriser ce que nous faisons, qui consiste à produire des informations. On peut être accro à l'info. Oui, on peut être accro à TikTok. Vous voyez que tout ça est dit sur un... Généralement, on est dans le cadre d'un univers sémantique qui est plutôt péjoratif. Mais bon, passons. Vous avez raison, en revanche, sur le fait que c'est l'accélération du temps politique. Et on le voit bien avec le passage au quinquennat, qui rend l'action politique encore plus indexée sur le temps médiatique, qui lui-même est très court. Et quand on doit prendre des décisions dans un temps très court, quand on doit agir très rapidement sous la pression de l'opinion, je reprends une expression que les hommes et les femmes politiques citent régulièrement, ils ont encore plus besoin d'avoir des informations à disposition pour éclairer cette prise de décision politique. Donc oui, ce phénomène d'emballement, d'accélération du temps politique, du temps médiatique, évidemment pousse à l'usage des sondages, bien sûr. Alors vous évoquez les discussions avec des sondeurs avant la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997. Oui. Malgré les études qui lui montrent que c'est très risqué, il prend quand même le risque. Enfin, il y va. Pourquoi ? Il y va parce qu'il a d'autres études qui lui disent l'inverse. Il y a quand même d'études, beaucoup d'instituts qui lui disent « Ouh là là, c'est dangereux ». Il y a plusieurs sondeurs qui l'alertent sur le fait que la dissolution ne serait pas comprise par les électeurs et qu'il y a un risque, par conséquent, important de perte électorale. Mais d'une certaine manière, c'est la noblesse du politique de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle peut être demain. S'il laboure le terrain. S'il fait campagne, peut-être qu'il a eu trop confiance dans ses capacités de conviction de la justesse de la dissolution. Alors, donc finalement, ce moment de la politique française... Et là, j'observe, pardon de vous couper, mais que les sondages ont eu raison sur cette élection. Oui. En tout cas, c'est un moment de gloire finalement pour les sondeurs. Et est-ce que cela peut expliquer également par la suite l'appétit gargantuesque, puisque vous ne voulez pas qu'on utilise le registre de la pathologie et de l'addiction, on va dire donc l'appétit gargantuesque de Nicolas Sarkozy pour les sondages, un appétit tellement insatiable que ça a créé à son camp politique à lui-même des problèmes judiciaires. Parce qu'il est venu juste après. Ouais. Le registre de la voracité est aussi un dérèglement maladif. C'est la boulimie. Mais bon, voilà, on est dans le même univers. Mais Nicolas Sarkozy a eu un comportement spécial avec les sondages. C'est vrai. Mais il y a une montée en puissance. C'était le cas sous Jacques Chirac, c'était le cas sous François Mitterrand. Ça a débuté avec le général de Gaulle, Georges Pompidou, etc. Tout ça s'accélère. Pourquoi ? Pour les raisons que nous venons d'évoquer. La vie politique va beaucoup plus vite qu'il y a 20, 30
ou a fortiori 50 ans, premièrement. Ensuite, les méthodes de production. Les instituts de sondage, beaucoup plus rapides. Vous faites un sondage en quelques heures aujourd'hui, si vous le souhaitez. À l'époque, par Internet. À l'époque, c'était des sondages qui étaient réalisés en face à face, une logistique énorme, des enquêteurs sur l'ensemble du territoire. C'était beaucoup plus cher aussi. C'était beaucoup plus cher, c'était beaucoup plus long. Aujourd'hui, les moyens d'interrogation de l'opinion permettent de réaliser beaucoup plus de sondages. Vous voyez, c'est un ensemble de facteurs. Puis les politiques aussi. Se sont habitués à prendre des décisions en tenant compte ou pas, mais en tout cas en ayant à leur disposition les éléments des sondages. Mais en fait, c'est aussi un moment où la démocratie, ce qu'on appelait, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme, la démocratie d'opinion a explosé. Et on se rappelle que Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, c'était un fait divers, une proposition de loi ou un projet de loi. Et ça, donc ça veut dire que cette accélération de la machine sondagière a modifié la manière de faire de la politique. Et peut-être qu'on peut même dire qu'elle a renforcé les thématiques portées par l'extrême droite, tout ce qui est viscéral, tout ce qui est émotionnel, et que quelque part ce lien tragique entre politique médias, parce que Nicolas Sarkozy, qui est un gros consommateur de médias, était également un passionné de sondages, était également un passionné des médias. Le président de la République était le plus proche des patrons de médias et qui demeure proche des patrons de médias aujourd'hui, ce qui en fait le grand Manitou invisible de notre scène politique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose quand même du dérèglement démocratique, pas dans les sondages, mais dans l'articulation entre explosion des sondages, explosion des contenus médiatiques, exploitation des faits divers. Là, on a parlé aujourd'hui dans Toujours Debout de l'affaire du petit Chemseddine, avant c'était la petite Samara, etc. Ça nous touche forcément parce que ça fait appel pour les parents à un certain nombre d'angoisses qui sont par la suite exploitées par les politiques. Est-ce que c'est une bonne manière de faire de la politique ? Alors, je conçois tout à fait qu'on puisse le déplorer. On voit bien, et d'ailleurs vous l'avez bien situé, comment l'évolution de l'environnement, de l'écosystème médiatique, Internet, les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité en continu, les médias indépendants, évidemment, d'une part. D'autre part, la facilité à créer et à produire et à publier des sondages, comment tout ça dialogue et à créer ce phénomène d'omniprésence, de saturation même de l'opinion dont vous avez parlé. Le couple sondage-média, c'est le fondement de la démocratie d'opinion qui entre en concurrence avec la démocratie représentative. C'est peut-être là... et qui n'est pas encore la démocratie directe. Non, mais c'est peut-être là que se situe le grand défi de notre époque. C'est comment faire cohabiter cette démocratie représentative qui perdure, même s'il y a de plus en plus d'abstentionnistes, même si la politique traditionnelle suscite de plus en plus le désintérêt et même le dégoût chez beaucoup de nos citoyens, de nos concitoyens, avec l'opinion publique qui a besoin de s'exprimer et pas uniquement au moment des élections. Elle a besoin de s'exprimer en permanence. Elle s'exprime par les sondages, elle s'exprime par les manifestations, elle s'exprime par les pétitions et par toute une série d'autres moyens. Est-ce que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est l'opinion publique en tant que telle ? Je ne suis pas persuadé. En revanche, cette cohabitation, ce dialogue nécessaire entre la démocratie d'opinion, on voit bien cette appétence des citoyens pour le référendum d'initiative partagée, pour, aux États-Unis, les procédures de révocation des dirigeants, le recall, pour la démocratie participative d'une manière plus générale. Il y a une attente démocratique extrêmement forte qui peut épouser les formes de la démocratie d'opinion. Il y a des tentatives pour essayer de la faire s'exprimer davantage, mais pour l'instant, on est dans un entre-deux. On n'est pas encore à l'aboutissement de tout cela. Je pense qu'on ne reviendra pas à la période antérieure avec uniquement la démocratie représentative et l'opinion qui s'exprime que le jour des élections et qui reste muet pendant la grande partie du temps politique. Mais on n'a pas encore trouvé un modus vivendi qui soit acceptable. Et puis l'autre vraie question, celle que vous posez,
l'opinion publique n'a jamais été aussi omniprésente. Les dirigeants n'ont jamais eu à leur disposition un dispositif d'écoute et de suivi de l'opinion aussi sophistiqué. Mais elle ne s'est jamais aussi peu sentie entendue. Là, il y a un vrai paradoxe. Il y a un vrai paradoxe qu'on va creuser, mais je voulais d'abord vous demander, qu'est-ce que vous appelez, vous avez utilisé une expression qui m'a marqué, l'utilisation rhétorique des sondages. L'utilisation rhétorique des sondages, c'est l'utilisation discursive, c'est-à-dire la façon dont on utilise les sondages dans le débat politico-médiatique. Dire l'opinion publique est avec nous, c'est un argument massu dans un débat. Ça avait été pointé, comme vous le savez, par Pierre Bourdieu au début des années 70. Se prévaloir du soutien de l'opinion publique en s'appuyant sur les chiffres des sondages, c'est quelque chose qui permet d'emporter un débat, de réduire un adversaire. Et d'intimider aussi l'opinion publique en question. Enfin, en tout cas, pas l'opinion publique, mais les citoyens pris individuellement. Parce que je donne un exemple. Le gouvernement de Gabriel Attal veut diminuer le nombre de mois durant lesquels les demandeurs d'emploi ont droit à leur indemnité chômage. Et il dit, les Français, ils sont d'accord. Ils sont pour. Le problème, c'est qu'il ne dit pas que un sondage, d'ailleurs commandé par le groupe Les Échos, Le Parisien, dit que les Français, de manière écrasante, considèrent que, en fait, il faut taxer les plus riches, faire disparaître les niches fiscales, etc. En tout cas, les solutions que les Français préconisent, en tout cas plébiscites pour lutter contre la crise des déficits, c'est des solutions entre guillemets de gauche, mais le pouvoir ne s'en saisit pas et les médias mainstream font comme si ces sondages n'existaient pas. Il y a, comment dire, une diffusabilité des sondages qui est proportionnelle aux attentes que les médias qui dominent, donc pas les nôtres, et les politiques qui dominent ont, je pense. Oui, mais les sondages sont aussi un outil au service de l'opposition. Regardez ce qui s'est passé pendant la période des retraites. Oui, le premier semestre de l'année dernière, pendant 6 mois, tous les sondages, sans exception, ont martelé que l'opinion publique était contre la réforme des retraites du gouvernement. Donc voilà, si vous voulez, c'est pas les sondages en tant que tels, c'est l'utilisation qui en est faite. Même la parole d'autorité vient du gouvernement, pas de l'opposition. Oui, mais ou qui n'en est pas faite. Et je trouve que ce qui est grave, c'est de ne pas entendre, de faire la sourde oreille au message des sondages quand on est un gouvernant politique. Alors, quand on est un gouvernant, on sait... Je ne dis pas qu'il faut absolument suivre l'opinion publique comme les moutons de Panurge et se régler sur les chiffres des derniers sondages, parce que ça conduirait à une politique strictement insensée, au moins erratique. Je ne dis pas non plus qu'à l'inverse, il faut être totalement distant, sourd à toutes les indications des sondages. Mais il faut trouver un juste milieu et j'observe que les politiques, les dirigeants politiques, qu'ils soient au gouvernement, en responsabilité ou dans l'opposition, savent de moins en moins le faire, savent de moins en moins prendre en compte les attentes de l'opinion publique, c'est-à-dire les comprendre et y apporter des réponses, à nouveau, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition. Ce que savaient bien faire les hommes politiques jusqu'aux années 90, et là on retrouve l'évolution du temps médiatique, parler à l'opinion publique, dialoguer avec elle, ne pas la prendre de haut, ne pas la traiter avec condescendance ou avec mépris, ne pas considérer à l'inverse que c'est une puissance divine, surnaturelle dont il faudrait craindre les foudres, simultanément ne pas considérer qu'elle est strictement irrationnelle et qu'elle n'entend rien, mais vraiment lui apporter des éléments de réflexion pour dialoguer avec elle et la faire avancer sur ses convictions, quelles que soient ses convictions. Mais voilà, cet exercice démocratique qui était élémentaire il y a quelques années, de dialogue avec l'opinion publique, il est de moins en moins effectué par les gouvernants. Alors, ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi, en dépit de tous ces sondages, assiste-t-on au creusement du gouffre, de ce fameux gouffre démocratique dont vous parlez, entre gouvernants et gouvernés ?
La réponse que j'apporte, c'est que les gouvernants ont une mauvaise représentation de ce qu'est l'opinion publique. Et la considèrent comme une masse informe d'individus décérébrés. Hillary Clinton avait dit en 2016, vous vous en souvenez, un basket of despicables, c'est-à-dire un amas de personnes méprisables, pour parler des électeurs. Bon. On peut parler en France des sans-dents. C'est le même mépris, c'est la même condescendance à l'égard de l'opinion publique. Et il y a dans cette représentation d'une opinion publique faible, influençable, qu'on pourrait manipuler à sa guise avec des médias affidés. Il y a quelque chose de très infantilisant. Et par retour, les citoyens le sentent et se détournent de ces hommes politiques qui sont tous sauf des hommes d'État. Donc je crois que la façon de résorber ce gouffre, en tout cas de faire en sorte que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés se comble progressivement, c'est d'abord d'entendre les souhaits et les attentes de l'opinion publique, ensuite de les prendre en charge, c'est-à-dire de les écouter, de les prendre en charge en les prenant au sérieux et pas en les balayant d'un revers de la main en considérant qu'ils sont ignorants des réalités du monde et qu'ils doivent être éduqués, parce que ça c'est la pire des fautes. Et puis ensuite apporter des solutions et les mettre en débat. C'est-à-dire, voilà, on va faire ça, on voudrait faire ça, on pense que c'est la meilleure solution pour telle ou telle raison, mais nous avons besoin de votre concours. Voilà. Et bâtir ce soutien de l'opinion publique qui, aujourd'hui, n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des opinions publiques? Est-ce que les hommes politiques n'ont pas tendance à essayer de morceler, de diviser, de subdiviser la fameuse opinion publique et de se mettre une grosse minorité de leur côté, notamment en diabolisant les autres pans de l'opinion publique, parce que au fond, c'est cette fracturation qui apporte la victoire. Que cette volonté existe par un calcul électoral cynique, peut-être, mais le sens de la politique, c'est de rassembler, c'est de réunir, et y compris l'opinion publique. Donc peut-être qu'il y a des opinions publiques, quand on veut trouver des fractures, quand on les cherche, on les trouve, c'est certain. Mais en revanche, il y a des points aussi dans l'opinion publique qui sont des dénominateurs communs, qui permettent d'unir, qui permettent d'unifier, qui permettent de reconstruire de la cohésion. Et pour les identifier, il faut lire correctement les sondages. Donc finalement, c'est un plaidoyer pro-domo pour les sondages. Non, parce que, comme vous m'avez lu en détail, vous voyez que je n'épargne rien au sondage et qu'il y a évidemment toute une série de limites. Il ne faut pas considérer que c'est un outil infaillible qui serait la panacée et qui permettrait aux hommes politiques d'être élus immanquablement ou d'avoir systématiquement raison ou de l'emporter dans tous les débats médiatiques. Non, ça c'est une vue de l'esprit. Et parfois, vous avez raison, c'est un outil qui est investi d'une portée un peu magique par les hommes politiques. C'est pas ça, c'est un outil. Et la valeur d'un outil ne vaut que par les usages qui en sont faits. Avec un marteau, vous pouvez planter un clou, vous pouvez vous taper sur les doigts. Bon, ça dépend de celui qui tient le marteau la tête du voisin. Et de l'intention qu'il en a. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que la responsabilité est dans l'utilisation des sondages, l'utilisation qui en est faite par les hommes politiques, par les médias, par tous ceux qui les commandent et qui les publient. Merci Frédéric Michaud, merci à vous aussi de nous avoir suivis.